Donc on va commencer par quelques généralités, suivi du parcours de soins. Ensuite l'obésité vue par le psychologue, la vigilance post-opératoire et puis on conclura sur ces jours. Alors qu'est-ce que l'obésité? Rien de bien nouveau, c'est une maladie de tissu adipeux, un excès de masse grasse qui entraîne des risques et comorbidités comme on a pu le voir et qui réduit l'espérance de vie. Donc les causes sont multiples, elles sont génétiques, nutritionnelles, sociales, psychiques, et elle est considérée, donc l'obésité, comme une maladie chronique depuis 1997 par l'OMS. Ah oui. Oui. Alors, comment remédier à l'obésité? Tout simplement en perdant du poids, si on va aux choses simples. Alors, avec quels moyens? Dans un premier temps, pour regarder du côté du biologique, donc en regardant les résultats médicaux avec des traitements hormonaux, thyroïdiens, etc. Ensuite, tout simplement, on peut repartir sur l'hygiène de vie, savoir avec un rééquilibrage alimentaire, activité physique adaptée, psychothérapie, sophrologie, etc. Et puis arrive en troisième recours la fameuse chirurgie, avec, comme nous l'a expliqué Dr Fournier, anneaux, sleeve et bypass. Alors par quoi commencer? Alors je m'adressais finalement aux médecins généralistes, puisque c'était ça, évaluer le potentiel du patient. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un patient va voir son médecin généraliste, il ne va pas forcément pour une question de poids, mais ça peut être tout à fait autre chose. Et c'est là qu'on peut commencer à poser des questions sur le poids. Voilà. Est-ce que vous avez conscience du poids? Est-ce que c'est un problème dans votre quotidien? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Donc c'est ça finalement, évaluer le potentiel du patient. Ensuite, une fois qu'il y a une prise de conscience qui est faite, on peut l'orienter vers des médecins spécialistes, des diététiciens aussi, des psychologues éventuellement, et puis établir avec le patient ce qui a déjà été réalisé concernant cette question de poids. Alors, en premier, c'est vrai, voilà, on va aller vers quelque chose de palpable, quelque chose de modulable rapidement, donc c'est vrai que c'est l'alimentation qu'on va cibler en premier lieu. Alors, il y a trois choses qui découlent de cette prise de conscience. Donc, dans un premier temps, un rééquilibrage alimentaire peut être une réussite parce que le patient se responsabilise de son assiette et prend même plaisir à découvrir ce qui est une structuration alimentaire saine. Je ne dis pas normale volontairement, mais saine. Ensuite, ce qu'on retrouve très souvent, et ça ce sont chez nos obèses, les patients en obésité, malheureusement, le mot régime revient très souvent quand on leur parle de correction alimentaire. Et d'emblée, si on ne déconstruit pas cette image de régime, on va directement à un échec parce que le patient se sent déjà privé dans un premier temps, où ça lui rappelle le fameux régime soupe, bouillon, machin, et ça ne marche pas. Donc ça, c'est très important pour l'équipe, en tout cas même pour le médecin généraliste, de déconstruire cette question d'une correction alimentaire n'est pas un régime. Essayez de manger sainement. Et puis, voilà, ça aussi c'est très clair, c'est que quand il y a une reprise de poids, souvent le patient nous dit « oui, mais j'ai arrêté le régime ». Non, puisque si c'est une correction alimentaire, c'est pas censé être un régime. Et là, on voit bien que le patient n'a pas entendu le sens d'une alimentation dite équilibrée. Alors pourquoi finalement le patient pourrait reprendre du poids? Donc la problématique de l'obésité, on suppose qu'elle se joue aussi ailleurs. Il n'est pas question que de biologie ou d'alimentation, parce qu'on mange avec sa tête. C'est quand même la tête qui ordonne et qui coordonne le fait de manger, de s'alimenter, et que pour pouvoir durer dans le temps, il est indispensable de travailler l'émotionnel pour la compréhension du patient. Alors à quel moment on propose la chirurgie? Donc évidemment, c'est le dernier recours. Il faut quand même avoir essayé plusieurs choses avant d'arriver à la question de la chirurgie. Et puis la chirurgie, il faut qu'elle apparaisse au moment où elle n'est plus considérée comme miraculeuse. La fameuse l'acte chirurgical, coupe-moi un bout d'estomac et on n'en parle plus. Ça, il faut quand même le déconstruire avec le patient avant de lui proposer une telle intervention. Donc je reviens sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé. J'ai repris les données de 2017 basées sur les 2016, c'est celles que Marie-Christine nous a proposées. Donc c'est vraiment l'aspect psychologique. Je vous laisserai regarder sur internet directement, c'est consultable et très facile.
Alors, la première recommandation de la HAS, c'est quand même que le rendez-vous psychologique ou psychiatrique avec le médecin psychiatre doit être obligatoire pour tous les patients candidats à la chirurgie de l'obésité. Et on a pu observer parfois dans certaines équipes ou dans certains lieux que c'était pris un petit peu par-dessus la jambe et du coup, au final, on se confrontait à des grosses difficultés par la suite. Alors, qu'est-ce que cette évaluation doit permettre? Donc, dans un premier temps, de définir les contre-indications. Donc, il y en a 3 principales, en tout cas en psychiatrie. C'est la dépression présente ou sous-jacente, la psychose, donc tout ce qui est maladie mentale, et les troubles des conduites alimentaires de type boulimie. Donc ça, c'est vraiment à détecter, en plus des addictions, pour pouvoir travailler en amont et ne pas envoyer le patient à une chirurgie qui va arrêter ce processus-là. Ensuite, évaluer la motivation du patient, voir si c'est son idée, si c'est celle du voisin, du copain, du mari, enfin, c'est quand même important de définir. Évaluer les déterminants et conséquences psychologiques de l'obésité. Est-ce une vraie souffrance ou est-ce que, bon, c'est de famille, on est tous comme ça, donc c'est pas très important. Ouais, c'est quand même important de voir ça. Évaluer les ressources intellectuelles, savoir si le patient est vraiment conscient de sa démarche, si vraiment il prend acte de ce qui va se passer, parce que quand il arrive chez le psychologue, en général, il a quand même vu une bonne partie de l'équipe. Donc on revient et on fait des reformulations, un petit peu à la Carl Rogers, pour voir si ça a bien imprimé. Évaluer la qualité de vie, il ne faut quand même pas proposer la chirurgie à n'importe qui, il faut quand même voir les ressources sociales et familiales aussi. Évaluer les facteurs de stress classiques, le travail, les enfants, l'école, le mode de vie. Et évidemment, proposer une prise en charge la plus adaptée aux patients. Parce que l'obésité est une maladie multiple, mais qui ne se conjugue qu'au singulier. Donc c'est vraiment au cas par cas et on ne fait pas les mêmes choses avec tous les patients. Donc en résumé, le patient fait un parcours multidisciplinaire obligatoire, avec évidemment un point médical pour évaluer la maladie avec les comorbidités. Un point activité physique, alors c'est vrai que Marie-Christine, tu es revenue dessus par rapport au sport, par rapport à la protéine, mais c'est vrai que comme il y a des risques de carence post-op, c'est quand même important d'évaluer aussi l'aspect musculaire. C'est une chose qu'on on oublie un peu, mais c'est quand même important pour pouvoir continuer. Voilà, très bien. pareil. Je le précise parce qu'il y a une patiente avec qui on a un appel d'être en difficulté. Donc, voilà, et puis évidemment un point psychologique. Rendez-vous avec soit un médecin psychiatre, soit un psychologue. Alors, l'obésité, le psychologue. Comment est vue l'obésité par le psychologue? Quand bien même on parle de psyché, le psychologue ne peut pas faire abstraction de 3 choses essentielles, c'est-à-dire prendre le patient dans sa globalité, de manière générale, avec le soma, donc tout ce qui est conduite alimentaire et troubles des conduites alimentaires, même si on n'observe pas toujours des troubles des conduites alimentaires chez le patient en obésité. Mais ça, c'est par rapport à un degré justement d'obésité qui fait que le patient, même en s'alimentant peu, continue de prendre du poids parce qu'il stocke énormément et du coup il crée un métabolisme résistant. donc il n'y a pas forcément de troubles des conduites alimentaires. Ou alors elles ont existé mais elles ont été régulées par un travail, par tout un tas d'autres choses. Ensuite le social, donc prendre en compte l'isolement, la souffrance sociale, que ce soit les moqueries, que ce soit la difficulté de se mouvoir, la difficulté de lasser ses chaussures, tout simplement, c'est tout bête, mais c'est une réalité, ou de se laver. Et puis évidemment la psychologie, qui est le sens premier chez le psychologue, c'est de savoir cerner ce qui seraient les causes psychiques à l'origine du symptôme qu'est l'obésité. Parce que oui, le psychologue voit, en tout cas je vais parler pour moi, je vois l'obésité comme effectivement une maladie reconnue, mais je l'oriente du côté du symptôme, comme effet secondaire, à quelque chose qui dysfonctionne en amont. Voilà, donc voir un petit peu le côté affectif et émotionnel. Déterminer toujours s'il s'agit d'une obésité primaire ou secondaire. Alors l'obésité primaire, c'est celle depuis l'enfance, génétique aussi, potentielle. Et puis l'obésité secondaire, c'est celle, voilà, vous l'avez bien compris, qui peut arriver un peu plus tard. Alors des accidents, des grossesses, ça peut être multiple. Mais du coup, on ne travaille pas de la même manière avec ces patients, suivant s'ils ont une obésité primaire ou secondaire. Et le travail thérapeutique va avoir une orientation par rapport à ça.
Ah oui, ça aussi, j'ai voulu le mettre, j'aurais peut-être pas dû le mettre ici, mais quand même. L'obésité n'est pas souvent traitée par le psychologue, enfin, en tout cas c'est le dernier recours. C'est un peu dommage parce que je pense que si les généralistes pouvaient proposer à leurs patients de voir le psychologue avant toute cette démarche-là, on pourrait travailler différemment et faire entendre les choses différemment. Ça ne sauverait pas le monde, bien sûr, mais quand même. Et je trouve qu'on fait beaucoup d'efforts quand même depuis 2014-2015 sur ça. En tout cas, les chirurgiens œuvrent pour nous inclure davantage dans les parcours de soins, au-delà de la recommandation HAS. Parce qu'il y a la recommandation et il y a la vraie vie. Alors, quelques repères cliniques sur l'obésité. Donc, il n'y a pas de structure psychologique de l'obésité. On peut retrouver l'obésité dans la névrose, dans la psychose, la perversion. Enfin, c'est multiple. Il n'y a pas de cas où on pourrait se dire tiens, lui va nous développer une obésité, et lui pas du tout. On retrouve l'obésité dans toute structure psychologique. Pour l'obèse, son corps fait support. Alors je m'explique, c'est un modèle d'expression. Ça serait un modèle d'expression de ce qui ne se dit pas ou de ce qui ne se pense pas. Alors, je l'écris d'une manière particulière, penser, parce que je vous laisse interpréter comme vous le souhaitez ce qu'il faut penser et comment en l'orthographie finalement. Alors, le corps disparaît dans la tête, c'est-à-dire qu'il y a un clivage entre corps et esprit qui est incroyable. C'est pour ça que parfois, le patient en obésité ne voit pas son corps, il ne se voit pas ou refuse, parce que justement, il a atteint un poids qui fait qu'il ne se supporte plus. Il se regarde que de là à là, et puis le corps disparaît. Ou alors des personnes qui ont tout à fait conscience de leur corps, mais qui n'ont pas la notion de ce que ça implique. Donc il y a vraiment une coupure entre corps et esprit, et le travail thérapeutique et de lien multidisciplinaire va être de reconstruire et d'associer de nouveau corps et esprit. Et puis, il ne faut pas négliger la question de l'identité de l'obèse. Ça fait identité finalement, c'est je suis connue dans le monde comme ça, qui je vais être 100 000 kilos. Est-ce que je vais toujours être rigolo? Est-ce que ça va toujours marcher? Est-ce qu'on va me reconnaître? Et ça, ce sont des questions qu'on peut retrouver, en tout cas en thérapie, sur l'identité. Mais finalement, qui je suis si je ne suis plus obèse? Alors on retrouve chez le patient en obésité une absence de limite, et d'ailleurs on le voit très bien sur les ressentis. Euh, la satiété, mais non, mais moi j'en ai pas. Ben si, forcément, vous êtes censé en avoir, donc c'est à vous de reprendre conscience quand même de votre corps, reprendre conscience de vos émotions, de vos sensations. Et la coupure se fait parce qu'il y a une carence qui ferait que s'il y a du trop, ça fait peur. Et comme le disait tout à l'heure Maxime, un obèse face à son assiette, il déguste pas, il mange pas, il remplit. Et souvent on entend je remplis un vide finalement. Au fur et à mesure de travailler avec ces personnes, on se rend compte qu'ils remplissent un vide. Oui, mais quel vide? Oui, mais j'ai peur de manquer. Oui, mais de quoi? De quoi parle-t-on? Et ça, c'est important à reprendre et à faire conscientiser le patient sur ce qu'il est en train de faire. Ensuite, ce que j'observe de mon expérience clinique, c'est qu'il y a deux axes qui s'orientent. Donc, on a dans un premier temps l'obésité de protection, donc celle qui fait armure, celle qui fait disparition aussi. Et ça, malheureusement, on le voit pour des personnes qui ont eu une forme de maltraitance. Alors, évidemment, pas toutes les personnes ont été maltraitées, mais une forme de maltraitance psychologique ou physique qui fait qu'à un moment, pour se défendre, il a été nécessaire de prendre du poids. C'est pour ça qu'on ne peut pas enlever les kilos comme ça. Il faut faire très attention à cet effet secondaire. Et puis aussi, il y a l'obésité de représentation, celle qui vient en compensation parce qu'on a l'impression de ne pas avoir suffisamment de place dans la vie ou qu'on a besoin de faire le poids face à quelque chose. Et ça, on le retrouve très clairement dans les discours des patients qu'on peut recevoir. Et puis, il y a aussi, oui, ça souvent, un mécanisme de victimisation des restes infantiles en lien avec une carence souvent affective. Donc, c'est oui, mais moi j'ai eu ça dans ma vie, donc c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Et ça donne toujours des raisons à quelque chose qui dysfonctionne. Alors, oui, on entend, mais souhaitez-vous continuer là-dedans, répéter là-dedans, ou est-ce qu'à un moment vous vous positionnez? Parce que oui, il y a une réalité physiologique, il y a une réalité sociale, il y a une réalité psychologique, mais vous là-dedans, vous faites quoi? C'est responsabiliser le patient et pas le culpabiliser. Et ça, c'est hyper important de faire la différence. Alors évidemment, le travail thérapeutique va de déconstruire l'histoire avec le patient pour pouvoir visualiser un présent, donc c'est ce que je vous disais, plutôt que de rester dans un schéma de répétition. Même s'il est plus bénéfique d'un point de vue économie psychique de rester dans un schéma
de répétition, parce qu'on connaît bien que ça rassure, c'est bien mieux plutôt que de se risquer à l'aventure et d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça peut être chez les obèses comme chez monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est très classique. Et puis, il y a aussi se positionner différemment que dans l'obésité, le handicap, la maladie, la souffrance. Voilà, c'est faire disparaître en fait ce signifiant qui vient les représenter dans le monde, mais par leur prénom, tout simplement. Beaucoup de patients, quand on les accueille, disent bonjour, voilà, j'ai pris rendez-vous, voilà, je suis obèse, alors non mais vous êtes qui, monsieur machin, ah voilà, je préfère. Parce que se présenter comme ça, ça indique quand même la place que prend cette maladie finalement dans leur vie. Alors le suivi post-opératoire, donc là ça y est, on a préparé le patient, on a fait apparemment ce qu'il fallait, ce qui me semblait le plus juste pour lui, et puis il y a le suivi post-op. Ça c'est encore autre chose. Donc je reviens sur ce que disaient mes collègues, le suivi est à vie pour le patient, évidemment pas au même rythme que la préparation, quoique pour certains ça peut s'intensifier après, mais pas toute la vie non plus à ce rythme-là. Alors la fameuse phase lune de miel, je ne vais pas vous vendre des Maldives, pas du tout, mais la fameuse phase lune de miel, c'est celle où le patient il est vraiment en extase de ce qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire de perdre beaucoup de poids, de perdre rapidement, facilement, parce qu'il n'a plus de sensation de faim, puisque c'est mécanique, il faut qu'il prenne un réveil pour rythmer, pour structurer. Et donc là, il y a une perte de poids qui est assez conséquente, assez importante. Donc heureusement que les diététiciens et les chirurgiens freinent la perte de poids parfois, parce que ça peut mener à des choses très difficiles. Et la lune de miel, c'est tout le temps où la personne perd du poids en grande quantité. C'est-à-dire voilà, les 15 premiers kilos en un mois, les 30 kilos en 2 mois, et là on est bien. Et à l'époque, au tout début, en tout cas quand j'exerçais, on estimait la lune de miel à 2 ans, à peu près, post-op. Moi je ne vois plus ça aujourd'hui. En tout cas, je vois qu'à 1 an, ça s'arrête. Mais ça s'arrête parce que le patient n'a plus perdu de poids autant qu'au début et du coup se dit « oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, là je me réveille, il y a la réalité, je vais reprendre du poids, je vais grossir, pourquoi je perds plus de poids? Mais ça va pas, j'ai fait quelque chose de mal, je suis sûre, voilà, j'ai grignoté. » Et là, il y a vraiment toutes les angoisses qui reviennent très très fortes. Et c'est à nous, équipe, c'est pour ça que c'est important qu'on soit encore là après, de dire c'est normal. Vous arrivez à un poids de stabilisation et à un moment donné, c'est normal que vous arrêtiez de perdre du poids parce qu'il faut stabiliser. Et je vous assure que cette période-là, elle est quand même assez difficile parce que de panique, le patient peut se remettre à manger justement par habitude parce qu'il faisait ça quand il était angoissé, parce qu'il faisait ça par carence affective, parce qu'il faisait ça quand il était en échec, etc. Donc ça, il faut vraiment être vigilant et recadrer au bon moment pour pouvoir accompagner le patient. Alors, surveiller les risques suicidaires, évidemment. Donc c'est vrai qu'on essaye de les déterminer en amont d'une chirurgie, mais on n'est pas des magiciens, donc des fois malheureusement on passe à la trappe et ça arrive un peu trop souvent. Mais je remarque quand même que ce sont des patients qui n'ont pas de suivi du tout. Et voilà, c'est quand même des statistiques qui montrent que ces patients-là, en général, n'ont pas vraiment fait de suivi et ont vu le patient, et ont vu le psychiatre ou le psychologue peut-être une fois avant. Et bon, voilà. Mais voilà, c'est à surveiller en tout cas, c'est pas anodin. On passe d'un rythme de vie complexe à une hygiène de vie très stricte. Et pour certains, ça peut être complètement catastrophique. C'est pour ça qu'on demande toujours pourquoi vous mangez, c'est quoi le sens de la nourriture pour vous? Est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est un défouloir? Est-ce qu'il y a un vrai sens de survie là-dedans, émotionnel? Enfin, c'est tout ce travail de déconstruction en amont qui va nous permettre de bien nous positionner pour le suivi. Et puis ensuite, les compensations, dont on parlait tout à l'heure, c'est de l'alcool, les danettes, les glaces, parce que ne pouvant plus jouir d'un premier objet oral qu'est la nourriture, la chose la plus simple du monde, et bien du coup, le patient va aller sur une autre anesthésie qui est l'alcool, notamment. Ça arrive de temps en temps, enfin en tout cas de mon expérience de temps en temps, mais en tout cas c'est des risques à surveiller. Voilà, s'il y avait quand même une tendance avant, on va quand même travailler ça. Mais c'est pas une contre-indication non plus. À la chirurgie, voilà, on travaille et puis on avance. Ça prend plus de temps. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Alors, dans les observations post-op, il y a effectivement les modifications corporelles, donc le poids, la peau, vous parliez tout à l'heure, effectivement, parce que c'est bien, la santé c'est très important, évidemment,
mais l'esthétique aussi. Et souvent, les patients ont peur de dire oui, mais si je me fais opérer, c'est pour aussi un peu d'esthétique. Ben, moi, je suis d'accord avec eux. Parce que l'image du corps, elle est quand même déterminante dans l'aspect émotionnel et dans comment on va investir sa chirurgie post-op. Voilà, s'il n'y a pas de coquetterie, eh ben, c'est un peu dommage. Et du coup, on se voile la face, je crois. Donc évidemment, rassembler corps et esprit, ça paraît évident, mais c'est loin d'être facile, parce qu'il y a le schéma corporel et l'image du corps, ce sont deux choses différentes, deux entités particulières qu'il va falloir rassembler. On a un schéma corporel qui est le même pour tous, d'accord, inconsciemment, et puis on a notre image du corps qui, forcément, au gré de notre vie, évolue. Et donc ça, il s'agit quand même de rassembler, d'avoir un accord entre ces deux images imaginaires. Et puis il y a aussi l'identité obèse qui n'existe plus, donc il faut quand même retrouver quelque chose. Alors qui je suis? Est-ce que moi tout seul j'y arrive? Est-ce qu'il faut que je me définisse à travers mon métier? Est-ce qu'il faut que je me définisse à travers ma fonction familiale? Est-ce qu'il faut... Et ça c'est un travail. C'est voilà, vous n'êtes pas qu'une personne malade, vous êtes aussi plein d'autres choses. Et on table sur des points en particulier qui sont importants pour le patient. Évidemment, les bouleversements familiaux, ça alors, on a beau prévenir, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors, pour remédier un petit peu à ce genre de situation, moi ce que je fais, c'est que j'invite le mari ou la femme à l'entretien et parfois les enfants quand c'est nécessaire parce que la maman, je parle de la maman, mais la maman n'arrive pas encore à dire aux enfants qu'elle va se faire opérer. Parce que la question de l'annonce, elle est quand même pas anodine. Il y a des patients qui ne disent pas, elles ne veulent pas. Par contre, ça crée des tabous familiaux qui entraînent d'autres choses et qui ne sont pas forcément judicieuses pour le post-op. Donc, annoncer aussi à son entourage qu'on choisit et on se positionne là-dedans, ça fait partie du travail thérapeutique aussi. Même si, évidemment, chacun est libre de faire comme il le souhaite au niveau de l'annonce. Mais quand même, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut quand même voir en famille, travailler. Et on observe aussi des tendances à exagérer les attitudes. Alors ça va aussi sur ce qu'on peut observer parfois de l'anorexie mentale après la chirurgie. Alors, c'est pas que la patiente, enfin, le patient était anorexique avant et on n'a pas vu. C'est juste qu'il y a, pour une fois dans leur vie, un pouvoir sur la nourriture qui fait qu'elles vont utiliser ça. Pour une fois, c'est pas la nourriture qui me commande, c'est moi qui vais gérer et je choisis de plus manger. Et il y a vraiment ce mécanisme-là qui peut très très vite se mettre en place comme une espèce de super pouvoir là qui m'arrive dans cette fameuse lune de miel dont on parlait tout à l'heure. Et ça, il faut de suite le détecter et de suite mettre le doigt dessus en expliquant ce qui peut arriver. Et que c'est pas le but, parce que de manger, c'est la vie. Hein, c'est pas un luxe, quoi. Ah, les conclusions. Alors, je reviens sur les raisons simples de l'alimentation. Donc, pourquoi on mange? Pour vivre, hein, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dans un système de récompense et de partage. Hein, j'ai bien travaillé, ça on est en famille, on partage un bon moment. Et aussi, et souvent, ce qu'on retrouve chez les patients en obésité pour la consolation. Donc, angoisse, solitude, ennui. Et ça, voilà, on comble un manque. Mais la nourriture n'est pas forcément de ce manque-là dont il s'agit. Mais ça, c'est un travail thérapeutique qu'il s'agit de mettre en place. Parce que, alors, pour ces personnes-là, l'alimentation est un doudou affectif, des doudous émotionnels, comme on peut les appeler aussi, et ce serait un reste maternel. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, qu'on ait des problèmes d'obésité ou non, hein, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance souvent à aller vers un petit truc réconfortant, une petite gourmandise ou une petite chose qui nous ferait plaisir. C'est le premier geste le plus simple. Pas pour tous, pas pour tout le monde, mais néanmoins, ça reste quand même quelque chose de très facile. Hein. Donc, il ne faut pas négliger ça non plus. Alors, est-ce que manger moins serait la solution? On a vu que pas forcément. C'est important, mais ça ne résout pas tout. Parce que l'obésité se joue ailleurs et met en tension plusieurs choses. Hein, donc, la biologie, le social, la psyché. On ne peut pas travailler tout seul. Voilà, le chirurgien le disait très bien. On ne peut pas travailler tout seul. Marie-Christine, la diététicienne, pareil. Moi, pareil. Si je fais travailler un patient sur sa déconstruction d'histoire, mais qu'à côté de ça, il n'est pas aidé sur qu'est-ce qu'un vrai rythme alimentaire et une bonne hygiène alimentaire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on est vraiment complémentaires. Et une fois qu'on a fait entendre ça aux patients, en tout cas moi c'est cette impression-là, c'est qu'il y a une confiance qui se crée, ça fait vraiment alliance thérapeutique. Mais il faut l'inclure.
Hein, c'est pas que le sujet qui va subir. Non, non, il faut qu'il s'y mette aussi. Et ensuite, voilà, j'ai toujours cette question, donc je voulais en échanger avec vous. Hein. Est-ce que de perdre du poids implique nécessairement sortir de l'obésité? Et je vous remercie.